Mon petit ami de 7 ans ne veut pas m'épouser parce que je suis immigrante. La vérité, c'est que je gagne plus d'argent que lui, et il ne peut pas accepter que moi. Une femme de 29 ans qui a déménagé aux États-Unis il y a 7 ans en tant qu'étudiante en master en provenance d'Indonésie, soit dans une meilleure situation économique. J'ai rencontré mon petit ami le 30 mai, quelques mois après mon arrivée, et nous sommes ensemble depuis lors. Mon petit ami est citoyen américain. Après avoir obtenu mon diplôme, nous avons eu une discussion sérieuse sur l'avenir de notre relation. Un soir, nous nous sommes assis, l'atmosphère était tendue mais pleine d'espoir. J'ai clairement exprimé mon souhait de me marier un jour et d'avoir des enfants. Il était important pour moi que nous soyons sur la même longueur d'onde concernant notre futur. Mon petit ami partageait les mêmes sentiments, disant qu'il voulait les mêmes choses. Je me souviens lui avoir demandé directement s'il voyait cela se produire avec moi, car je ne voulais pas être dans une relation sans avenir. Il m'a regardé dans les yeux, m'a dit qu'il m'aimait et m'a assuré que nous étions bien sur ce chemin. Ces mots m'ont fait me sentir en sécurité, et je croyais que nous étions sur la même voie. Jusqu'à la semaine dernière, nous sortions ensemble depuis 7 ans. Nous avons occasionnellement parlé de mariage, généralement pendant des moments calmes le dimanche ou en partageant une bouteille de vin lors de soirées spéciales. Malgré ces conversations, nous étions tous les deux occupés par nos carrières respectives, donc le moment ne semblait jamais approprié pour franchir la prochaine étape. Il était concentré sur son travail d'enseignant, tandis que j'étais profondément impliqué dans mon rôle dans une entreprise technologique. Nos emplois consommaient une grande partie de notre temps et de notre énergie. Cependant, récemment, mon entreprise a annoncé qu'il était possible que le travail de mon département soit externalisé. Cette nouvelle m'a frappé durement, étant une travailleuse temporaire avec visa de travail. Ce développement signifiait que je devais commencer à chercher un nouvel emploi dès que possible si je voulais continuer à vivre aux États-Unis. L'incertitude de ma situation professionnelle a ajouté une couche de stress à ma vie. Je savais que je devais agir rapidement, car perdre mon emploi compromettrait ma capacité à rester dans le pays, un endroit qui était devenu ma seconde maison au cours des 7 dernières années. La semaine dernière, lors de notre anniversaire, j'ai abordé ce sujet. Nous étions en train de dîner dans notre restaurant préféré, célébrant nos 7 ans ensemble. L'ambiance était parfaite, avec une lumière tamisée et une table dans un coin tranquille qui nous permettait de parler librement. Alors que nous apprécions notre repas, j'ai rassemblé mon courage et lui ai demandé s'il pensait que c'était le bon moment pour envisager de nous marier, car cela aiderait aussi à résoudre mes problèmes de visa. J'ai essayé de le présenter comme une solution pratique, mêlant notre amour et notre avenir à la réalité de ma situation. Il avait l'air de vouloir vomir, son visage est devenu pâle et il a évité de me regarder dans les yeux, fixant son assiette. Après beaucoup d'insistance, il a finalement avoué qu'il ne prévoyait pas que nous nous marions avant que j'obtienne une carte verte de résident permanent aux États-Unis. Ces mots m'ont donné l'impression de recevoir un coup de poing. J'étais incroyablement confuse et blessée, car il n'avait jamais mentionné cela auparavant. Le dîner, qui devait être une célébration de notre amour, s'est transformé en une conversation tendue et douloureuse qui m'a laissé tout remettre en question. J'étais incroyablement confuse, car il n'avait jamais mentionné cela auparavant. Sa raison était qu'il ne voulait pas être utilisé comme un amulet à visa, ses mots, pas les miens. Il a expliqué qu'il voulait être sûr que je l'épouse parce que je l'aime, et non parce qu'il serait un moyen de rester aux États-Unis, ce qui ne pourrait arriver qu'une fois que j'aurais obtenu une carte verte. L'entendre dire cela m'a donné l'impression de recevoir une gifle. C'était comme s'il doutait de mon amour et de mes intentions, malgré nos 7 années ensemble. Il m'a fallu du temps pour digérer ce qu'il avait dit. Je suis restée là, stupéfaite, essayant de comprendre son aveu soudain et choquant. L'homme qui avait toujours été mon roc semblait maintenant un étranger, remettant en question les fondements mêmes de notre relation. Désespéré de trouver des réponses, je lui ai demandé s'il serait d'accord pour déménager en Indonésie avec moi si les choses ne se passaient pas bien avec mon visa. Son refus immédiat m'a encore plus blessée. Il a dit directement qu'il n'était pas disposé à déménager, soulignant à quel point nos priorités étaient différentes. Je n'ai pas bien réagi. Le mélange de trahison, de confusion et de douleur était trop écrasant. J'ai senti mes yeux se remplir de larmes et j'ai su que je ne pouvais plus rester là. Je me suis levée brusquement, j'ai murmuré quelque chose à propos de prendre l'air et j'ai quitté le restaurant. Je ne pouvais pas faire face à ce qui venait de se passer. La soirée, qui devait être une célébration de notre anniversaire, s'était transformée en cauchemar, me laissant remettre en question tout notre avenir. Je suis toujours en état de choc. J'ai commencé à sortir avec lui parce qu'il était l'homme le plus gentil, attentionné et généreux que j'avais jamais rencontré. Dès le début, il a toujours été là pour moi, que ce soit pour m'aider à m'adapter à la vie dans un nouveau pays, me soutenir pendant les défis de mes études supérieures ou simplement être un partenaire aimant et attentionné. Il me faisait sentir valorisé et apprécié, et je croyais que nous partagions une connexion profonde et authentique. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir perdu 7 ans. La réalisation qu'il a douté de mes intentions tout au long de notre relation est dévastatrice. Bien que les problèmes de visa soient certes un problème, je ne suis pas sortie avec lui dans l'intention de faire de lui mon filet de sécurité.
Je l'aimais pour ce qu'il était, non pour ce qu'il pouvait m'apporter en termes de statut légal. Cela me fait profondément mal de penser qu'il me voyait comme quelqu'un qui pourrait l'utiliser simplement pour rester aux États-Unis. Je ne peux pas croire que, même après près d'une décennie ensemble, il ne sache pas quelle personne je suis. J'ai toujours été indépendante et travailleuse, je n'ai jamais dépendu de lui financièrement ou autrement. Je pensais qu'il comprenait et appréciait cela chez moi. Le fait qu'il puisse avoir de tels doutes après tout ce temps me fait remettre en question tout ce qui concerne notre relation. C'est une réalisation douloureuse que, malgré tout l'amour et les souvenirs que nous avons partagés, il n'a jamais vraiment compris mon caractère ou mes intentions. Je sens que cette relation est peut-être terminée, et ça fait mal, très mal. Mise à jour ? Il y a quelques jours, j'ai fait un post sur le fait que mon petit ami de 7 ans ne voulait pas m'épouser parce que je suis immigrante avec un visa de travail, et qu'il ne voulait pas être un émulé à visa. Je suis sur un visa de travail depuis un peu plus de 2 ans, avant cela, j'étais sur une extension de visa pour étudiant pendant environ 3 ans après avoir terminé mes études. Naviguer dans le processus de visa a été incroyablement stressant. J'ai eu beaucoup de malchance avec la loterie des visas de travail, en postulant chaque année avec une anxiété croissante à mesure que ma fenêtre d'éligibilité se rétrécissait. La compétition était féroce et chaque année, je faisais face à l'écrasante déception de ne pas être sélectionnée. Enfin, lors de la dernière ronde pour laquelle j'étais éligible, j'ai obtenu mon visa de travail. Le soulagement a été immense, mais cela avait été un parcours extrêmement éprouvant jusque-là. Obtenir le visa m'a permis de poursuivre ma carrière aux États-Unis, mais le processus m'a laissé constamment consciente de la précarité de ma situation. L'expérience a souligné l'importance de la stabilité de l'emploi et le risque toujours présent de devoir quitter le pays si les choses ne se passaient pas bien. Obtenir la résidence permanente aux États-Unis n'est pas facile. Je connais des personnes qui sont ici depuis plus de 15 ans et qui attendent encore leur résidence permanente. Pour ceux qui m'ont envoyé des messages en me traitant de profiteuse, vous m'avez fait rire. Je suis consciente des aspects juridiques liés au parrainage d'un conjoint pour une résidence permanente, y compris l'aspect financier. Cela n'aurait pas dû être un problème pour les raisons suivantes. Je suis titulaire d'un diplôme en sciences et j'ai récemment été promue à un poste de gestion. Au fil des ans, j'ai gravi les échelons grâce à mon travail acharné et à ma détermination, atteignant finalement un poste de direction. Je travaille pour une grande entreprise où je gère une équipe de personnes talentueuses et supervise des projets importants. Ma carrière a été gratifiante tant sur le plan professionnel que financier. Je m'en sors très bien, gagnant près de 300 000 $ par an. Mon petit ami, quant à lui, est un enseignant dévoué. Il est passionné par son travail et a un impact significatif sur la vie de ses élèves. Cependant, nos revenus ne sont pas comparables. Il gagne environ 60 000 $ par an, ce qui est un salaire respectable, mais nettement inférieur au mien. Cette disparité n'a jamais été un problème pour moi. J'ai toujours respecté et admiré son dévouement à l'éducation et l'influence positive qu'il a sur ses élèves. Nos différentes trajectoires professionnelles et nos revenus n'ont jamais affecté mes sentiments pour lui ni mon engagement envers notre relation. Nous vivons ensemble depuis environ 6 ans. Nous avons un compte commun pour payer les dépenses telles que le loyer et les services publics, dans lequel nous déposons tous les deux un pourcentage de nos salaires. Le reste de notre argent va sur nos comptes privés, et nous ne gérons pas l'argent de l'autre. Comme je suis assez économe, j'ai économisé beaucoup d'argent sous forme d'économie et d'investissement au fil des ans. J'ai toujours été prudente avec mes dépenses, toujours en train de planifier pour l'avenir. Cette prudence financière a porté ses fruits, me permettant de construire une base financière solide. Si mon petit ami était préoccupé par la légalité de me parrainer financièrement pendant plus de 10 ans, j'aurais volontiers discuté de la possibilité de déplacer l'argent pour apaiser ses inquiétudes. En fait, j'envisageais d'acheter une maison, nous aurions pu le faire ensemble, renforçant ainsi notre partenariat financier et montrant mon engagement envers notre avenir commun. Le point est que nous aurions pu trouver une solution. Il y avait beaucoup d'options disponibles qui auraient assuré que nous soyons tous les deux à l'aise et en sécurité. Je n'ai jamais dépendu de lui financièrement et je n'avais pas l'intention de le faire à l'avenir. J'ai toujours été indépendante et capable de subvenir à mes besoins, et j'aurais continué à le faire dans notre mariage. Ma stabilité financière n'a jamais été remise en question, et j'étais prête à travailler ensemble pour aborder toutes les préoccupations qu'il aurait pu avoir. Peut-être que je n'avais pas tout considéré, mais il faut noter que l'idée du mariage pour des raisons de visa ne m'est venue que très récemment, uniquement lorsque la menace de devoir partir est devenue imminente. L'idée de me marier pour obtenir un visa n'avait jamais fait partie de mes plans. Mon attention avait toujours été portée sur notre relation et sur la construction d'un avenir ensemble basé sur l'amour et le respect mutuel. Ce n'est que lorsque l'annonce de mon entreprise concernant la possible externalisation est apparue que la réalité de ma situation de visa m'a frappée de plein fouet. Cette menace soudaine m'a obligée à envisager le mariage comme une solution pratique, mais ce n'était jamais quelque chose que j'avais envisagé en détail auparavant. Mes intentions n'ont jamais été d'utiliser mon petit ami comme un moyen de sécuriser mon séjour. Cette pensée n'a traversé mon esprit que comme une mesure désespérée lorsque j'ai été confrontée à la perspective d'une perturbation de ma vie et de ma carrière.
En ce qui concerne ma situation en Indonésie, je viens d'une famille très religieuse et conservatrice, et j'ai eu une enfance horrible. Ma famille ne soutient pas mes choix de carrière. J'ai coupé les ponts avec ma famille quand j'ai déménagé aux États-Unis, donc ils ne sont pas du tout dans l'équation. J'avais d'excellentes relations avec la famille de mon petit ami, il m'aimait. Maintenant, pour la mise à jour, c'est désormais mon ex-petit ami. J'ai pris quelques jours pour me calmer, puis je l'ai contacté, voulant parler. Pendant ces jours-là, j'ai traversé une montagne russe d'émotions, confusion, colère, tristesse et un profond sentiment de trahison. J'avais besoin de temps pour tout digérer, pour réfléchir clairement à ce que je voulais dire et à ce que je ressentais. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à notre relation, à repenser à nos conversations et à essayer de comprendre son point de vue. Lorsque je me suis finalement sentie prête, je lui ai envoyé un message pour lui demander si nous pouvions nous rencontrer pour parler. Il a accepté, et nous avons convenu de nous retrouver dans un café tranquille que nous fréquentions souvent. Assise en face de lui, je pouvais voir la tension dans ses yeux, un reflet de ma propre tourmente. C'était un moment tendu et chargé d'émotions, mais je savais que nous devions avoir cette conversation pour trouver une certaine clarté et conclure. Il s'avère qu'il était depuis un certain temps insécurisé par le fait de gagner moins que moi. Cette révélation m'a profondément touchée. Il a avoué que pendant un certain temps, il s'était senti inadéquat en raison de la différence significative entre nos revenus. Apparemment, ses amis se moquaient de notre relation, me qualifiant de maman sucrée parce que je m'occupais de la plupart des dépenses. Il faisait des blagues et des commentaires qui sapèrent sa confiance en lui et le faisaient se sentir moins homme. Il ne m'avait jamais dit cela jusqu'à maintenant. Toutes ces fois où je pensais que nous allions bien, il luttait en silence avec ses insécurités, se sentant honteux et diminué par les commentaires de ses amis. Cela m'a fait mal de réaliser qu'il portait ce fardeau seul, le laissant s'amplifier et devenir quelque chose qui pourrait créer un fossé entre nous. Son silence à ce sujet signifiait que je n'étais pas consciente de ses luttes et incapable de le soutenir, me laissant surprise par cette révélation soudaine. Apparemment, il ne se sentait pas égal à moi parce que nos revenus étaient si différents. La disparité entre nos revenus avait été une source constante d'inconfort pour lui, le faisant se sentir moins valorisé et inadéquat. Au fil du temps, ses sentiments d'inégalité ont grandi, et il a commencé à croire que je n'étais avec lui que comme un moyen rapide d'obtenir la résidence permanente ici. J'étais sans voix. Je ne pouvais pas croire que ses amis l'avaient manipulé pour douter de notre relation. Les personnes en qui il avait confiance avaient semé le doute dans son esprit, lui faisant remettre en question mes intentions et l'authenticité de notre amour. C'était déchirant de réaliser que leurs blagues cruelles et leurs commentaires avaient érodé sa confiance en moi. L'idée qu'il puisse penser que je l'utilisais pour mon propre bénéfice, après tout ce que nous avions partagé et construit ensemble, était dévastatrice. L'influence de ses amis avait empoisonné sa perception de notre relation, créant un fossé d'insécurité et de méfiance entre nous. Je lui ai rappelé comment il m'avait soutenu lorsque j'étais en master. À l'époque, je luttais financièrement, essayant de joindre les deux bouts tout en me concentrant sur mes études. Il avait été mon soutien pendant ces moments difficiles. Je lui ai rappelé des souvenirs précis, comme lorsqu'il m'achetait des courses quand j'avais peu d'argent. Chaque semaine, il venait avec des sacs de nourriture, s'assurant que j'avais de quoi manger et ne me faisant jamais sentir comme un fardeau. Je lui ai rappelé comment il m'avait permis de rester chez lui sans payer de loyer lors de ma dernière année de master. Cet acte généreux m'avait aidé à réduire les dépenses, afin que je n'aie pas besoin de contracter un prêt. Il savait à quel point j'avais peur de l'idée de contracter une dette supplémentaire et il m'avait ouvert sa maison sans hésitation, me fournissant un environnement sûr et stable où je pouvais me concentrer sur mes études. J'ai également mentionné comment il me laissait utiliser sa voiture lorsque j'allais à des entretiens d'embauche. Il comprenait l'importance de ces opportunités et voulait s'assurer que j'avais un moyen de transport fiable. Il n'a jamais remis cela en question ni m'a fait sentir coupable, il me donnait simplement les clés, me souhaitant bonne chance et croyant en mon potentiel. Ces actes de bonté et de soutien étaient la preuve de son amour et de sa générosité. Je voulais qu'il se souvienne de comment nous avions toujours été là l'un pour l'autre, comment sa générosité m'avait aidé à traverser certains des moments les plus difficiles de ma vie. J'espérais qu'en lui rappelant ces moments, il pourrait voir que notre relation était fondée sur un amour authentique et un soutien mutuel, et non sur des motifs cachés. Je lui ai dit qu'il avait fait ces choses parce qu'il m'aimait, et qu'en prenant en charge la majorité des dépenses domestiques depuis que j'avais commencé à travailler, c'était ma façon de lui rendre l'appareil pour toutes les choses qu'il avait faites pour moi à l'époque. Je lui ai expliqué que je voyais cela comme un moyen d'équilibrer les choses, de lui montrer ma gratitude et mon appréciation pour tout son soutien pendant mes années de master. Il ne s'agissait jamais de le faire se sentir inférieur ou moins capable, mais de lui montrer que nous étions une équipe et que j'étais aussi engagée à le soutenir qu'il l'avait été à me soutenir. Il a dit qu'il comprenait ce que je disais, mais aussi qu'il ne s'attendait pas à ce que je commence à gagner plus que lui dès le départ. Sa voix était empreinte d'un mélange de résignation et de frustration. Il a admis que, bien qu'il comprenne mes intentions, la réalité de la disparité de nos revenus pesait toujours sur lui. Il avait imaginé un avenir où il serait le principal pourvoyeur, et mon succès rapide dans ma carrière l'avait pris par surprise.
Cela a remis en question ses attentes et lui a fait sentir qu'il échouait dans son rôle, malgré toutes les façons dont il contribuait à notre vie ensemble. Je pouvais voir la douleur dans ses yeux, la lutte entre la compréhension de ma perspective et la gestion de ses propres insécurités. Je lui ai demandé s'il y avait une chance qu'il envisage une thérapie de couple. Je pensais que peut-être avec l'aide d'un professionnel, nous pourrions aborder ces insécurités et malentendus profondément enracinés. J'espérais que la thérapie pourrait nous aider à mieux communiquer et à reconstruire la confiance qui semblait s'éroder. Mais il a fermement refusé, disant qu'il ne pensait pas être déraisonnable. Son ton était résolu, et il était clair qu'il avait déjà pris sa décision. Il a dit qu'il voulait être le pourvoyeur dans une relation et qu'il ne se sentait pas comme tel dans la nôtre. Ce rôle était important pour lui, étroitement lié à son sens de l'identité et à son estime de soi. Il a avoué que mon salaire plus élevé le faisait se sentir inadéquat, éclipsé et moins homme. Il n'arrivait pas à concilier ses sentiments, peu importe combien j'essayais de le rassurer. Il a continué en disant qu'il n'y avait pas de retour en arrière à moins que je ne quitte mon emploi et que je trouve un autre travail qui paie considérablement moins, ce qui n'allait pas arriver. Sa déclaration était un ultimatum sévère qui soulignait la profondeur de sa lutte interne. J'étais surprise par la sévérité de ses paroles. L'idée de renoncer à la carrière pour laquelle j'avais travaillé si dur, à l'indépendance financière que j'avais atteinte, était hors de question. J'avais l'impression qu'il me demandait de sacrifier une partie de moi-même pour apaiser ses insécurités, et je savais que ce n'était pas une solution viable pour nous deux. La conversation m'a laissé me sentant impuissante et le cœur brisé. Son refus de chercher une thérapie et sa demande que je change de trajectoire professionnelle montraient clairement qu'il ne pouvait pas voir au-delà de ses propres peurs et attentes. C'était une réalisation dévastatrice que notre relation ne survivrait peut-être pas à ce conflit fondamental. Eh bien, en résumé, nous avons rompu. La décision a été agonisante, mais il était clair que nous étions à une impasse que nous ne pouvions pas résoudre. La rupture a été déchirante pour nous deux, remplie de larmes, de regrets et d'un profond sentiment de perte. Cela ressemblait à la fin d'un chapitre qui avait commencé avec tant d'amour et de promesses. Sa famille est dans un état de choc. Ils avaient été très favorables à notre relation et s'attendaient à ce qu'il me demande bientôt en mariage. Ils ne pouvaient pas comprendre comment les choses s'étaient effondrées si rapidement, surtout quand ils nous voyaient comme un couple fort et aimant. Ses parents et ses frères et sœurs, qui m'avaient accueilli dans leur vie et m'avaient traité comme un membre de la famille, étaient choqués et attristés par la nouvelle. Ils m'ont contacté, exprimant leur déception et leur confusion, ce qui a rendu la situation encore plus douloureuse. Je me suis temporairement installée ailleurs. C'était trop difficile de rester dans l'appartement que nous partagions, entouré de souvenirs de moments plus heureux. Cet espace temporaire m'a offert un refuge nécessaire, un endroit pour commencer à ramasser les morceaux et réfléchir à mes prochaines étapes. Ce n'est pas facile. Mon entreprise m'a proposé un poste similaire dans un autre département. Quand la nouvelle est arrivée, cela m'a semblé être un phare d'espoir au milieu du chaos de ma vie personnelle. Cependant, ce poste est basé en France, et il y a une petite diminution de salaire. Malgré cette légère réduction de salaire, l'opportunité était trop excitante pour la laisser passer. J'avais toujours rêvé de vivre en Europe, d'explorer de nouvelles cultures et de vivre la vie sous un angle différent. J'ai accepté cette offre. La perspective de recommencer à zéro dans un pays vibrant et historique comme la France était à la fois excitante et réconfortante. Cela m'a donné quelque chose de positif sur quoi me concentrer pendant cette période difficile. J'ai signé l'accord de relocalisation et les préparatifs pour mon déménagement ont commencé sérieusement. Je déménagerai là-bas dans les 8 à 12 prochaines semaines. Ce délai me laisse juste assez de temps pour terminer mes responsabilités actuelles, faire mes adieux et me préparer mentalement à ce changement de vie significatif. Bien que la transition soit sans aucun doute douce amère, c'est une chance pour un nouveau départ et de nouvelles aventures. C'est comme si j'avais appuyé sur un bouton de réinitialisation très nécessaire, une opportunité de reconstruire ma vie selon mes propres termes, dans un endroit que j'ai toujours voulu explorer. À votre avis, que pensez-vous de cette histoire ? Veuillez laisser votre commentaire ci-dessous pour me faire savoir.